Pierre Claver Manganga Moussavo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Monde Afrique et merci de nous accorder cette interview. Alors, vous êtes économiste et homme politique gabonais. Vous avez été plusieurs fois élu maire de la ville de Mouila, c'est dans la Ngounié, donc c'est au Gabon. Vous avez été plusieurs fois ministre et vice-président. Vous avez été vice-président de la République gabonaise. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Gabon à venir, qui est prévue normalement pour le mois d'août de cette année. Première question, Pierre Claver Manganga Moussavo. Pourquoi cette candidature? Vous savez qu'en 1980, le journal Le Monde nous avait alerté, nous le savions, mais nous avait alerté sur le fait que le Gabon est un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. À ce moment-là, j'étais à l'Institut du Fonds monétaire international, suivre le cours d'analyse et de politique financière. Je me devais donc de répondre à Michel Boyer, mais pas à lui directement, mais proposer donc des solutions. Et j'ai inventé la provincialisation, une politique de déconcentration, de décentralisation, pour faire en sorte que le Gabon soit un pays qui, déjà, pour se développer, puisse avoir la capacité d'absorber le capital. La création d'une économie est nécessaire si on veut multiplier les richesses, si on veut donner à chaque Gabonais l'opportunité d'avoir un emploi. Sans économie, il n'y a pas de multiplication des richesses, il n'y a pas possibilité d'employer tout le monde. Donc Michel Boyer nous alertait sur ce dispositif et je me devais, en tant que jeune Gabonais, à mon tour, de répondre en proposant des solutions. J'ai donc inventé la provincialisation, qui est une politique de déconcentration, une politique de décentralisation, pour associer tous les Gabonais, où qu'ils soient, dans les villes comme au village, associer toutes les provinces à l'effort de développement. Le président Bongo a dit à ce sujet qu'aucune province ne serait supérieure à une autre. Et j'ai dit chiche, la provincialisation va faire qu'on donne les moyens à chaque province, les mêmes moyens à toutes les provinces, pour qu'effectivement il n'y ait pas de province supérieure à d'autres provinces, et qu'ainsi on fasse oublier l'idée répandue trop souvent qu'il faut que le président de la République soit de telle ou telle province. Comme il se dit, il faut que le pouvoir qui est dans le Haut-Ogooué reste dans le Haut-Ogooué, sinon les Altogovains vont souffrir. C'est faux. La provincialisation garantit, par exemple, aux Altogovains d'avoir les mêmes moyens, les mêmes possibilités, les mêmes potentialités que toutes les autres provinces, que le président soit du Haut-Ogooué ou soit d'ailleurs. La provincialisation vient résoudre et répondre aux préoccupations du président Omar Bongo qui disait aucune province ne doit être supérieure à une autre. Donc, tant que elle n'est pas mise en place, je me sens quasiment inutile à la nation. J'aurais réussi moi-même, j'aurais été plusieurs fois maire, député, plusieurs fois ministre d'État, plusieurs fois, j'allais dire, jusqu'à être vice-président de la République. Mais tant que le peuple gabonais n'aura pas compris que la seule solution, c'est la provincialisation, je ne dormirai pas tranquille et j'aurai un souci, j'aurai le sentiment d'avoir été inutile, puisque je n'aurais pas réussi à amener mon pays à assumer le développement au travers d'un outil essentiel qu'est la provincialisation, qui est sous-tendue par la déconcentration et la décentralisation. Excellence, le 24 octobre 2018,
Ali Bongo, président de la République gabonaise, est victime d'un accident vasculaire cérébral, même si au départ il n'était pas question de cela dans la communication officielle, d'un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite. Vous êtes vice-président de la République gabonaise à ce moment-là. Qu'avez-vous pensé au moment où on vous a appris que le président avait était tombé, avait eu un malaise et que c'était probablement très grave? D'abord, vous avez parlé de la communication. La communication, à ce moment-là, était balbutiante, évasive. On parlait d'une fatigue sévère. On parlait d'une fatigue, puis d'une fatigue sévère. Et puis on s'est rendu compte que c'était plus grave que cela. Et il a fallu prendre un certain nombre de décisions. La décision d'emmener le chef de l'État au Maroc ou de l'amener à Londres. En Angleterre. En Angleterre. Nous avons été pris à partie par le fils du président, Noureddine, qui, je n'étais pas seul, avec Issa Zengondé. Issa Zengondé, ancien Premier ministre du Gabon, aujourd'hui disparu. À ce moment-là. Et Madeleine Boranso, présidente de la Cour constitutionnelle. Présidente de la Cour constitutionnelle, et nous étions dans le bureau de Madeleine Boranso pour recevoir un peu Noureddine et savoir ce qu'il en était de son père, lui qui était en contact avec sa mère, qui était à Riyad. Et il s'est posé un problème de savoir là où il fallait évacuer le président. Nous avons pris la décision de l'envoyer au Maroc et nous avons été pris à partie par Noureddine parce que nous insistions sur le fait que le président aille plutôt au Maroc qu'à Londres, en Grande-Bretagne, parce que au Maroc, il serait traité en chef d'État, il était auprès de son frère et ami, le roi du Maroc, alors qu'à Londres, il aurait été traité comme un quelconque patient sans bénéficier du fait qu'il était président de la République. Et donc, nous avons vécu cela avec beaucoup de dignité. Et nous avons été même conduits, quelque temps après que le président ait été acheminé au Maroc, d'aller le rejoindre là-bas pour voir son état de santé. Nous l'avons trouvé assis. Il s'est adressé particulièrement à Marie-Madeleine Boranso. Vous savez que ce qui était intéressant, c'est que malgré le fait qu'il était dans l'état d'un homme qui a eu un AVC, il se présentait avec beaucoup de dignité. On ne l'avait pas vu, on n'avait pas vu un homme sur son lit d'hôpital. On l'a vu assis, il s'est adressé à Marie-Madeleine Boranso, on l'a écouté. Et lorsque, au sortir de là, avec émotion, j'ai dit que le président se portait bien, c'était pour rassurer le peuple gabonais. Et un peu plus tard, quand je suis allé au Haut-Ogooué, dans le Haut-Ogooué, essayer d'apporter ma contribution, être solidaire des Altogovains qui avaient eu un problème d'inondation. J'ai fini par dire, pour rassurer les Altogovains, que le président avait été victime d'un AVC et de m'interroger qui n'a pas connu quelqu'un dans son entourage qui avait eu un AVC, et donc il faut laisser au président le temps de se reprendre. Évidemment, il y a un temps de l'homme qui doit prendre tout son temps pour se reconstituer, mais il y a aussi un temps constitutionnel que prévoit la Constitution. Or, si la Cour constitutionnelle a pensé combler le vide juridique concernant
l'indisponibilité temporaire, elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire fixer la période d'indisponibilité temporaire au-delà de laquelle cela devait déboucher sur l'indisponibilité totale, c'est-à-dire sur la vacance du pouvoir. C'est ce qui a manqué. Et quand j'entends Mme Boronso dire que l'intérim était de courte durée, oui, c'est qu'elle aura paniqué. Parce que si elle avait eu toute la maîtrise du dossier, elle aurait fixé les dates, les limites, que ce soit 1 mois, 2 mois, ou 3 mois, ou voire 6 mois, pourquoi pas 1 an, le vice-président de la République aurait dû prêter serment. Et ainsi, il n'y aurait pas eu habilitation pour présider un conseil des ministres. Il se comportait en intérimaire, présidait les conseils des ministres, signait les décrets, mais ce qui ne se serait jamais permis, c'est de se séparer d'un Premier ministre, parce que ce n'était pas pendant cette période qu'il fallait se séparer des collaborateurs du chef de l'État. Il fallait attendre que cesse la vacance. On aurait pu nommer des fonctionnaires, des mutations, si on voulait, pour la bonne marche de l'administration, sauf s'en prendre ou s'imaginer un seul instant changer de gouvernement pendant que le président de la République était sur son lit d'hôpital. C'était contre-productif, mais j'ai l'impression que cela a été fait pour montrer à ceux qui s'interrogeaient sur la santé du président que le président était bien en charge des dossiers de la République, alors que la République, ce n'est pas un homme, ce sont des institutions. Et tant que les institutions marchaient, le président de la République se donnait le temps de bien se reposer pour assumer par la suite la fonction présidentielle, mais en aucun cas on ne doit identifier l'État à un homme, et si cet homme n'est pas là, l'État ne peut pas marcher. Et c'est le seul reproche que je fais à la présidente de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas su aller jusqu'au bout de ce qui aurait dû être fait, fixer l'intérim, parce qu'effectivement, la vacance totale, pour qu'elle soit déclarée, on sait que, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la présidente de la Cour constitutionnelle, le cas de maladie du président, dont la durée aurait dû être limitée, n'entraîne pas aussitôt la vacance du pouvoir. Donc c'est un cas, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'était tout à fait normal qu'elle donne au vice-président de la République la possibilité d'assurer l'intérim, mais il fallait aussi limiter cette période. Et après avoir modifié l'article 13, il fallait automatiquement que le vice-président prête serment et ait la plénitude de la fonction présidentielle pendant cette période. Il ne fallait pas hésiter, il ne fallait pas avoir peur. Mais la peur que Malanga Moussavou finisse par rester là a fait commettre quelques erreurs d'appréciation. Si on a prêté serment de loyauté, ce serment est valable. Et j'ai toujours dit que je ne peux pas profiter d'une telle situation pour prendre le pouvoir. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi je suis toujours candidat. C'est parce que je veux être président, mais de façon démocratique.
que ce soit le peuple souverain qui décide de me donner le pouvoir, qui décide de choisir une fois pour toutes la provincialisation, si on veut absolument que ce pays puisse connaître un développement fulgurant, avec la participation de tout le Gabonais, parce que la provincialisation, c'est l'art de gouverner au plus près des populations, pour les populations et avec les populations gabonaises. Alors, Excellence, le 7 janvier 2019, le Gabon se réveille avec la gueule de bois. On voit des images on va dire d'un carteron de militaires, pour en reprendre l'expression de Charles de Gaulle, dirigé par le lieutenant de la garde républicaine, qui est commandant adjoint à la garde d'honneur, Kelly Ondo Obiang, qui annonce justement, on va dire, on appelait ça un coup d'État, même si dans le discours, c'était pas très clair, mais ça a été qualifié a posteriori comme un coup d'État. Où étiez-vous au moment où justement le Gabon se réveille avec ses militaires qui passent à la télévision et à la radio? Et comment avez-vous vécu cette tentative de coup d'État que certains, j'en fais partie, qualifient plus d'un appel à l'insurrection? Effectivement, moi j'étais chez moi. On s'est réveillé comme tout le monde. On m'a appris qu'il y avait des jeunes militaires qui étaient à la télévision. J'ai trouvé cela triste parce que voilà des jeunes qui n'étaient pas préparés à assumer le coup d'État, qui vont perdre pour certains leur vie et pour d'autres leur carrière. Et pour qu'on puisse se rendre compte très vite qu'ils n'étaient pas outillés. Et c'est ainsi que, en tant que vice-président, assurant l'intérim, j'ai convoqué dans l'après-midi et à la vice-présidence de la République une réunion. J'étais entouré du Premier ministre, du ministre de la Défense et des autres pour jauger la situation et donc pour une reprise en main et surtout dire à la population de garder le calme, que tout revenait dans l'ordre. L'ordre n'a pas d'ailleurs été perturbé. On m'a déconseillé d'aller à la vice-présidente, de sortir. Je dis, mais je ne vois pas pourquoi je resterais cloîtré chez moi, alors que le coup d'État entre griffes se faisait sur un plateau de télévision et alors que tout le monde vaquait à ses occupations. Donc, on ne dirait pas qu'on n'a pas été gêné par cela, mais personnellement, je n'ai pas été dans le trouble. J'avais gardé toute ma sérénité. C'est pourquoi j'ai pris ma voiture, mon chauffeur, et pour aller au bureau et appeler le Premier ministre et le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, pour qu'on puisse discuter et puis faire un appel aux populations gabonaises afin qu'ils vaquent tranquillement et librement à leurs occupations. Alors, on va rester toujours dans cette période. Vous êtes toujours vice-président. Vous avez été évincé de la vice-présidence, de la vice-présidence, autant pour moi, suite à l'affaire dite du Kevazingo, une affaire dont on n'a vraiment jamais su le fin mot, hein, en tout cas de la part de ceux qui vous accusaient. Récemment, un activiste a dit que vous avez été victime d'un complot et ourdi par plusieurs personnes, notamment Brice Lacruche-Farjon Alianga, parce qu'il faut bien ajouter cela aujourd'hui, c'est ce patronyme qui est présenté. Et parmi ces conspirateurs, il y a un certain Lee White, qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Quel commentaire faites-vous? Parce que les affirmations de cet activiste, je crois qu'il s'appelle Oyabi, si ma mémoire est bonne, sont quand même très graves. Elles vous concernent directement. Parce qu'il dit que vous avez échappé à plus grave que ça. Vous avez été victime d'un complot dans lequel on retrouve
Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui est aujourd'hui en prison, comme tout le monde le sait. On retrouve Lee White, expert en environnement et également ministre des eaux et forêts, du plus suivi de l'attribution des terres, etc. Quel commentaire faites-vous? Déjà, c'est un complot improbable, hein, Lacruche Alianga, Lee White. Non, parce que lorsque des bruits commençaient à courir dans la presse, il y a eu un premier article. Manganga Moussavou, chef de gang? Non, avant cela, il y a eu un premier article, je ne sais plus lequel, du cabinet de chez Lee White. Oui. Un de ses conseillers avait appelé ma secrétaire pour demander ce qui n'allait pas à la vice-présidence. Je me suis posé la question pourquoi ils étaient intéressés par ce qui se passait à la vice-présidence. Et j'ai fini par comprendre que Lee White était au cœur du complot. Vous savez, Bla était soudoyé tout le monde. Bla, c'est Brice Lacruche Alianga. Brice Lacruche Alianga et a utilisé Lee White. Je suis même surpris de voir encore Lee White au gouvernement. Je suis surpris parce qu'il a joué un mauvais rôle. Comme je suis surpris de voir toujours le secrétaire général de la présidence qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Parce que c'est lui qui est au cœur de l'administration. Quand il venait annoncer les remaniements ministériels engagés par le directeur de cabinet et quelques personnes, il finira par répondre un jour de cette période-là. Car c'est lui le réceptacle, celui qui est maître des confidentialités de la présidence de la République. Je suis surpris de voir que ces deux personnages sont toujours à leur poste. Et donc, lorsque j'apprends ce qui s'est passé, je ne suis pas surpris, puisque dès que j'ai été évincé, dès l'annonce de mon départ, le lendemain, j'ai tenu une conférence de presse pour dire que j'étais victime d'un complot. Mais, vous savez, le président Ali Bongo et moi, nous avons vécu côte à côte à différents conseils des ministres, et puis nous étions côte à côte lorsque nous allions déjeuner ensemble à l'issue du conseil des ministres. C'est dire la proximité qui s'était faite entre Ali Bongo et moi. Il m'était difficile, après qu'il m'ait fait confiance en me nommant vice-président de la République, sachant ce qui se passait, sachant que la situation, la santé qui était la sienne, délicate, il ne fallait pas à ce moment-là encore ajouter à sa peine une autre peine. Je me suis abstenu de grossir le trait ou de dénoncer ce qui s'était passé. Mais je n'ai pas hésité à le dire à la face du monde que ce qui se passait là était dangereux. On aurait voulu en ce moment m'arrêter, mais je dois à la vérité de dire que le procureur de la République, qui n'avait rien à me reprocher, voyez-vous, et à qui on a demandé de délivrer un mandat d'arrêt, a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas de raison suffisante, n'avait pas de preuve de ce qui était avancé par un journaliste qui avait été acheté d'ailleurs par Brice Lacruche Alianga et pour lequel j'ai introduit une plainte en outrage à personnalité politique dans l'exercice de ses fonctions, lequel procès j'ai gagné,
mais non sans peine, parce que la justice gabonaise, qui n'en est pas une, qui est d'ailleurs dénoncée par le syndicat de la magistrature, le président du syndicat de la magistrature, pour instruire ce procès, m'a demandé une caution de 20 millions, qui ne m'a jamais encore été remboursée, mais qui me sera remboursée un jour, c'est sûr. Et que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit tous ceux qui auront géré cette situation, parce que je suis allé voir le ministre de la Justice plusieurs fois et qui n'a pas réagi. C'est vous dire combien de fois la justice est bien assumée, pour ne pas dire mal assumée dans notre pays. J'attends toujours donc que les 20 millions me soient restitués. Même si je meurs demain, ces 20 millions seront restitués à ma progéniture. Ça, c'est pour sûr, c'est sûr. Mais il faut savoir dans ce domaine, patience garder. On n'est pas à se plaindre pour nous avoir pour cette sorte de séquestre de 20 millions de francs, quand j'ai vécu bien pire, puisque je n'ai pas encore été en possession de mes fonds politiques que j'attends toujours. Et même quand j'annonce que demain, président de la République, je n'aurai pas à intenter une action en justice contre l'actuel président, mais cela veut tout simplement dire aussi que quand on est chef de l'État, on doit mener cette mission en tenant compte de l'ensemble de la population, ne pas user et abuser de son pouvoir pour gêner aux entournures ses concitoyens. Donc, je le dis pour que les gens comprennent que nous sommes tous des êtres humains, que la justice doit jouer son rôle. Elle ne doit pas être utilisée contre d'autres citoyens, parce qu'il peut arriver qu'on utilise cette même justice contre vous. Donc, voyez-vous, même si je prends l'engagement de ne pas le faire, mais si vous faites subir à d'autres des conditions extrêmement difficiles en utilisant la justice, il faut craindre que d'autres aussi viennent à utiliser cette même justice contre vous. Alors justement, on va rester dans cette période où vous êtes vice-président de la République gabonaise. En tant que vice-président de la République gabonaise, vous avez été en visite en Israël, en Israël, et vous avez été reçu à ce titre par, d'ailleurs il est redevenu Premier ministre, l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Y a-t-il un lien entre cette visite en Israël, qui est quand même une visite très forte concernant les relations israélo-gabonaises ou gabono-israéliennes, et votre éviction de la vice-présidence? Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ma visite, mais toujours est-il qu'à un moment, à un autre, on a présenté au président Ali Bongo ma visite en Israël comme étant une décision que j'avais prise personnellement. Ce n'est qu'après que le Premier ministre a expliqué au président que j'avais été invité par le gouvernement israélien à rendre visite à Israël, et donc nous avons pu discuter de choses et d'autres que je garde par devers moi, puisque certaines préoccupations devaient être adressées au président de la République, et j'attendais qu'il soit rétabli pour que je les lui transmette. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai jamais pu les lui transmettre.
parce que je n'ai pas eu le temps. Le président n'avait pas toute la latitude de recevoir ces messages et de donner une réponse qu'attendait le Premier ministre Netanyahou. Donc, mais je suppose que ce reproche, ma visite fait partie des griefs de Brice Lacruche Alianga, dit Farjon, qui estimait que je prenais trop de place à ses yeux et que lui, il avait l'intention d'en finir, non seulement avec moi, mais avec quasiment toute la classe politique, parce qu'il avait l'intention de faire un coup d'État. Donc je suppose que pour lui, dans son entendement, c'est une situation qui venait aggraver mon cas. Exactement, exactement. Alors, Excellence, on va justement parler de vos relations avec Ali Bongo. La question aura deux volets. Quand vous étiez vice-président, premier volet, quand vous étiez vice-président, quelles étaient vos relations avec Ali Bongo, président de la République du Gabon? Et aujourd'hui, quelles sont les relations que vous avez avec lui? Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez été porteur d'un message du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à son endroit, que vous n'avez jamais pu délivrer parce qu'effectivement, ce message ne devait être entendu que par lui. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus vice-président, vous êtes candidat déclaré à la présidence de la République. Quelles sont les relations que vous avez avec Ali Bongo? Donc, quand vous étiez vice-président, quelles étaient les relations que vous avez avec lui? Et aujourd'hui, est-ce que vous en avez encore? Je profite de cette occasion pour parfois, disons, pour expliciter ce que j'avais dit à un moment, que je n'avais jamais été en contact du président de la République. Parce que les Gabonais, souvent, ils ne perçoivent pas toujours ce qu'un homme politique entend par une telle assertion, que je n'ai jamais été en contact du président de la République. Quand un président vous nomme vice-président, il a ses raisons, mais il y a un minimum de confiance. Et cette confiance, vous la méritez chaque jour dans les liens que vous entretenez, les relations que vous entretenez avec le président. Une fois tout le monde a vu que nous avions été ensemble, lui, le Premier ministre et moi, manger ensemble pour raffermir les liens. C'était voulu par lui-même, pour que tout le monde sache qu'il n'y a aucun problème entre ces trois personnalités et qu'ils ont décidé de cheminer ensemble et de regarder dans la même direction. En dehors de cet instant, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver, lui et moi, à discuter des problèmes de l'État. Nous avons cependant, au cours de ce repas, décidé que, à l'occasion des conseils des ministres, nous devions nous retrouver tous les trois avant le conseil, comme ce fut le cas avec le président, je suppose, Omar Bongo, qu'il puisse se retrouver avec son vice-président et son premier ministre pour voir les dossiers du conseil avant d'aller rejoindre les membres du gouvernement. C'était pour moi l'occasion de dire au chef de l'État le sentiment que j'avais, ce que je constatais des différents dossiers des membres du gouvernement qui devaient être débattus. Nous l'avons fait 2 ou 3 fois et j'ai constaté pour le reste du temps que j'ai passé à la présidence de la République que
je pouvais aller le jour même du conseil, m'asseoir au premier étage, mais que je ne rencontrais pas le président. L'accès à son bureau m'était interdit par je ne sais qui, le directeur de cabinet ou le président lui-même, qui savait que j'étais là. On faisait rentrer parfois le Premier ministre, et moi je restais là à attendre. C'était arrivé plusieurs fois, et me connaissant, chaque fois qu'il y avait conseil des ministres, je partais tout bonnement m'asseoir. Les ministres me voyaient venir m'asseoir à ma place du conseil. C'est un garde du corps qui venait, un garde républicain, qui venait me chercher pour dire il faut descendre. Et j'allais me rasseoir à l'endroit indiqué jusqu'à ce que on vienne me chercher pour dire c'est l'heure d'aller au conseil. Pour donner le sentiment au ministre que nous nous étions concertés, alors que je ne faisais pas partie de la concertation. On peut me demander, mais pourquoi j'ai accepté cela? Mais parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre que dans la vie, vous pouvez, pour un oui, pour un non, claquer la porte et ne pas... et donner l'impression finalement que vous êtes quelqu'un d'instable. Donc il faut rester là. Il faut assumer. Mais ça ne m'empêchait pas, en Conseil des ministres, de donner mon point de vue. Et ce qui était remarquable, c'est que le président de la République, lui, demandait au Premier ministre de tenir compte des avis du vice-président. Il était donc pour moi d'une telle subtilité, il ne voulait pas offusquer ceux qui lui avaient demandé de ne pas m'associer à ce que nous avions convenu ensemble, mais il tenait compte de mes avis en Conseil des ministres. Ce qui me permettait, moi, de banaliser le traitement qui m'était fait. Et je dis, quand moi je serai président de la République avec un vice-président, bien nous mettrions à travailler tous les jours, tous les deux d'abord, avant d'appeler un directeur de cabinet ou le secrétaire général ou le Premier ministre. Parce que je ne vis, le vice-président n'est là que par rapport au président. Donc il faut qu'il soit, permettez-moi l'expression, comme cul et chemise, et donc être en phase tous les deux. Mais tout le temps que j'ai été vice-président, à aucun moment, dis-je, j'ai été appelé par le président, où nous nous sommes retrouvés tous les deux. D'abord, ce n'est jamais arrivé qu'il m'appelle, sauf en Conseil des ministres, sauf au premier moment du gouvernement où nous devions nous concerter, mais ça a duré 3 ou 4 fois, voyant que j'étais alerte et que je maîtrisais tous les dossiers des membres du Conseil, des membres du gouvernement. Le directeur de cabinet a tout fait de proposer au président que je ne sois plus à sa présence et que j'attende tout bonnement au premier étage. C'est ce que j'ai fait. Il faut beaucoup de résilience. Et on apprend beaucoup des hommes et on comprend pourquoi le pays ne fonctionne pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir un vice-président qui a l'expérience que j'ai et qui étonnait tous les membres du gouvernement, même si on m'apportait un dossier 1 heure avant le conseil, j'avais une opinion sur chaque dossier. Et donc, parce que j'avais à cœur
d'apporter ma contribution au président. J'avais à cœur de voir les choses se dérouler correctement pour l'intérêt du peuple gabonais. Mais on peut me demander, mais pourquoi je n'ai pas démissionné? On ne démissionne pas parce qu'on a envie de démissionner, et parce que une fonction que vous occupez vous apporte encore plus d'expérience et plus d'assurance. C'est ainsi qu'en proposant la provincialisation, je vous assure que le Gabon tient là l'occasion de, au bout de 7 ans, parce que si je suis président, élu président, je vais organiser tout de suite un référendum pour demander qu'on revienne à 7 ans et qu'on limite le mandat, qu'on soit rééligible une seule fois. Parce que j'aurai besoin de 7 ans pour montrer ce que la provincialisation va apporter comme changement chez chacun des Gabonais. Parce que chacun va participer, chacun sera amené à assumer ses responsabilités pour le développement équilibré de l'ensemble des provinces et partant du Gabon. C'est pourquoi, parfois, il faut être là, à observer, à regarder, pour tirer parti des erreurs des autres et faire en sorte qu'une fois que vous serez là, vous soyez non pas à balbutier, mais tout de suite à prendre les choses en main et à orienter votre peuple dans la bonne direction. Et aujourd'hui, Excellence, quelles sont vos relations avec Ali Bongo? Est-ce que vous en avez encore? Vous avez encore des relations avec Ali Bongo? Non, mais j'ai toujours été préoccupé par sa santé. Parce qu'on est des êtres humains. Quand je vois les efforts qu'il fait pour essayer de montrer aux Gabonais qu'il est encore à même de gérer le pays, c'est moi qui ai mal quelque part. Parce qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il a été chef d'État, on doit le reconnaître. Quelle que soit la manière dont il est arrivé, nous l'avons tous subi en tant qu'homme chef d'État. Et il a été dans l'histoire, il sera considéré dans l'histoire comme ayant assumé les fonctions de président de la République. Il mérite d'aller s'asseoir. Il mérite d'aller se reposer. Nous n'avons pas besoin de le présenter, de le montrer en spectacle, de le donner en spectacle, et de faire que les populations qui viennent en masse viennent d'abord pour ce spectacle-là. C'est comme quelle est l'expression que je pourrais employer, ce sont des voyeurs qui viennent là pour ensuite aller commenter. Chacun y va de son couplet sur le président de la République. Non, le président de la République n'est pas un homme qui doit faire pitié. Le président de la République est un guide. Le président de la République doit montrer qu'il est capable de conduire son peuple vers de lendemains meilleurs. Il a fait sa part. Avant lui, le président Léomba avait fait sa part, le président Bongo sa part, et lui, il a fait sa part, et il lui revient d'aller se reposer. Et vous savez, ces criminels et sa famille, s'il en a une, et son parti, puissent le regarder faire sans lui demander, tout simplement, parce qu'il n'est pas seulement le président de sa famille ou de son parti, il est le président des Gabonais, et nous, les Gabonais, nous disons merci
pour tout l'effort qu'il fait, mais il est temps qu'il aille se reposer. Et on n'a pas besoin de l'exprimer par les urnes pour qu'il le comprenne. Il sera encore beaucoup plus affaibli, beaucoup plus fragilisé par un échec aux élections que s'il décidait par lui-même de partir, car je le dis aux Gabonais, serait le prochain président de la République. Excellence, nous allons parler de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Je ne trahis pas un secret lorsque je dis que vous vous connaissez depuis plusieurs années. Vous avez effectivement travaillé ensemble. Jean Ping qui dit qu'il est le président élu du Gabon et qui revendique toujours sa victoire. Quelles sont les relations que vous avez avec Jean Ping, si tant est que vous en ayez encore, parce que je ne trahis pas un secret, vous connaissez Jean Ping depuis très longtemps et vous avez travaillé ensemble déjà. Oui, je voudrais d'abord dire que Jean Ping est un homme affable, agréable à vivre. Et je l'ai connu à l'occasion du vernissage de mon livre. Je l'ai invité au vernissage de mon livre, sorti des publications de la Sorbonne, en 1982. Il est venu, il n'était pas seul. J'avais aussi invité Pierre Mamboundou, qui était à la CCT. Ils sont venus tous les deux, m'ont fait cet honneur de venir au vernissage de mon livre sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. La question qui était posée dans ce livre d'ailleurs, c'est de savoir si l'aide publique au développement est efficace ou non au regard du Gabon. Qu'à cela ne tienne, j'ai aussi rencontré Jean Ping à la présidence de la République. Surtout à l'issue des accords de Paris, où nous avions tous les deux été nommés au gouvernement, lui comme ministre délégué aux Finances, et moi comme ministre d'État à la planification. Et je me souviens que nous avions été à Mouila parce que j'avais invité tous les ministres du plan et des finances de l'Afrique centrale à Mouila pour un séminaire. Et c'est lui qui est venu représenter le ministère de l'économie et des finances. Ça a été une étape importante pour moi parce que j'ai été honoré par tous les ministres de la sous-région qui sont venus à Mouila prendre part à ce séminaire sur l'entité que nous devions mettre en place pour resserrer les liens et pour rendre beaucoup plus efficaces nos économies. Ensuite, nous avons été au gouvernement, je suis parti, lui est resté au gouvernement tout ce temps. Quand je suis revenu, je parle de l'anecdote qui montre qu'il était très affable. Il m'a dit que quand je suis revenu au gouvernement après avoir claqué la porte en 1996, quand je suis revenu en 2002 au gouvernement, donc 6 ans après, il m'a dit que j'étais comme un submersible. On a beau me mettre dans l'eau, je renais, je remonte à la surface comme un sphinx, et que j'étais comme un chat, on a beau me lancer, je retombais sur mes pattes. Il l'a dit, je l'ai regardé, j'ai gardé l'idée que je me faisais de lui pour moi. Mais j'estimais que ce n'était pas un compliment, qu'il aurait peut-être voulu me voir dans la situation où je ne revenais jamais. Mais j'ai considéré que c'était une blague, parce qu'il aimait beaucoup blaguer, mais tout en disant un certain nombre de vérités. Ensuite, nous avons été tous les deux, lui dans le Goué maritime et moi dans l'Angounien, nommés coordinateurs de la campagne du président de la République, Omar Bongo, en 2005.
à ceci près que il avait besoin de moi pour aller l'aider à parler à ceux qui étaient considérés comme des étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie de la communauté Obongo, de la communauté de Logoué maritime, tous ceux-là appelés Anongoma, et à qui il avait du mal à s'adresser. Il a eu besoin de moi pour que j'aille l'aider, tout en étant coordinateur de la campagne du président Omar Bongo dans Langounier. J'allais aussi dans l'Ogooué maritime pour l'aider à transmettre son message aux populations non autochtones vivant dans l'Ogooué maritime. C'est dire que nos relations étaient assez étroites. Et ensuite, je lui ai rendu une petite visite. Il m'a reçu lorsqu'il était président de la commission. Et donc, nous n'avions aucun problème. Mais j'étais quand même surpris qu'il ait décidé d'être candidat contre Ali Bongo, compte tenu des relations qu'il y avait entre Ali Bongo. C'était quelqu'un du sérail. Il était mieux introduit dans le pouvoir que quiconque parmi nous. Mais il a fait ce choix. Il a pu avoir avec lui des personnalités qui l'ont accompagné. Il a eu de très bons résultats, sinon le meilleur résultat de nous tous aux élections présidentielles de 2016. J'ai été sous le choc, moi qui donne le meilleur de moi-même à ma ville, qui investit dans ma ville, me faire battre par Jean Ping. Alors que vous étiez maire de Mouila. Alors que j'étais maire de Mouila, j'étais sous le choc, et puis j'ai dit, bon, j'ai déclaré que Jean Ping avait gagné les élections. Je me souviens que RFI, quelqu'un m'a posé, un journaliste de RFI m'a posé la question de savoir, mais d'où est-ce que vous tenez cette certitude qu'il a gagné les élections? Je n'avais pas d'argument, puisque pour moi, c'était une réaction, somme toute, qui était liée au dépit que j'avais, parce que même si les populations étaient derrière Jean Ping, même s'il fallait que les Bongos partent, mais dans une ville où vous donnez le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas perdre une élection, parce qu'il y va quand même de l'honneur de la personne et du sentiment que le peuple pouvait avoir, du sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'un individu qui donne le meilleur de lui-même pour le développement d'une contrée. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que parmi les villes du Gabon, la ville de Mouila est celle qui sort le mieux de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce grâce, peut-être pas moi tout seul, mais grâce aux enfants de Mouila, et principalement grâce à Pierre Claver Maganga Boussarou. Donc, de voir les résultats, ça vous met quand même, ça vous donne un goût amer. J'ai dit que Ping avait gagné. Ce que j'ai trouvé déplorable, c'est que Jean Ping n'ait pas saisi cette occasion, non seulement pour me remercier, mais pour dire qu'il prenait acte du fait qu'un autre candidat ait reconnu sa victoire. Ce n'est pas rien. Mais il était comme dans le doute, où à ce moment-là, ils ont pensé que je l'avais dit par opportunisme. Non. Mais lui devait dire effectivement qu'il me remerciait pour avoir reconnu sa victoire, ce qu'il n'a pas fait, ça introduit une hésitation. Et les autres en ont profité. Et quand le peuple gabonais, parfois, qui ne suit pas, parmi ce peuple qui ne suivent pas ce qui se passe,
disent que j'avais dit que Ping avait gagné et puis j'ai reconnu la victoire d'Ali Bongo. Je n'ai jamais reconnu la victoire d'Ali Bongo. Il s'est trouvé que, comme d'habitude, comme en 1993, en 1994, nous sommes allés à Paris discuter. Les accords de Paris. Des accords de Paris, parce que nous contestions la victoire d'Omar Bongo. Et en 1997, nous sommes allés à Kanda parce que nous contestions la victoire d'Ali Bongo. Et ce n'est pas parce que j'ai été nommé vice-président que j'ai approuvé la victoire. La vice-présidence qui était toujours donnée à l'opposition pour le change vis-à-vis du peuple gabonais, donner le sentiment qu'on tenait compte de tout le monde. Exact. Donc, il ne faut rien confondre. Et récemment, il y a quelques temps de cela, j'ai apprécié, et moi aussi, je me dois, un homme politique avisé, je me dois de rendre visite à Jean Ping. Parce que Jean Ping est venu me voir pour me demander de soutenir son poulain à l'époque, qu'il a quitté depuis lors, Mabiala, pour que Mabiala soit élu député. Le sentiment que j'ai eu, parce que c'est mon neveu, le sentiment que j'ai eu, je parle de Jean Ping, le sentiment que j'ai eu, c'est que il aurait dû, un homme politique avisé, sachant que tout le peuple gabonais était derrière lui pour contester la victoire d'Ali Bongo, il aurait pu se dire il va prendre sa revanche aux élections législatives, appeler tout le monde pour dire écoutez, nous avons gagné les élections, allons aux élections législatives pour montrer que c'est nous qui avons gagné. Excellence, on a évoqué beaucoup Omar Bongo tout au long de cet entretien, de cette interview. Omar Bongo a dit de vous en public lors d'un meeting que vous étiez un extraterrestre. Peut-on savoir pourquoi? Mais moi-même, je ne sais pas, mais je devine que en 1998, il faut d'abord se rappeler qu'en 1996, je claque la porte du gouvernement. Et avant ça, je publie, ma thèse est publiée, sort des publications de la Sorbonne. C'est une thèse qui dénonce la gabegie, la concussion, les dépenses ostentatoires, et qui me vaut les courroux d'Omar Bongo. On me tire dessus, la balle va se loger sur ma voiture à hauteur de la tempe, mais elle ne m'atteint pas. C'était où vous avez l'attentat a eu lieu où? À Libreville, certainement. C'est quand je vais à Moutassou dire au revoir au chef de regroupement, puisque après qu'on m'ait raté, le président a pris la décision de m'envoyer au Fonds monétaire international occuper le poste de conseiller de l'administrateur représentant les 24 pays africains au Fonds monétaire international. Donc c'est quand je vais à Moutassou que le chef de village me fait remarquer qu'on m'a tiré dessus en me montrant les pactes de la balle. Et donc, il prend conscience de cela et m'envoie au Fonds monétaire international. Quand je reviens du Fonds monétaire international, en 1996, comme vous le savez, je suis membre du gouvernement, je claque la porte et on me tire dessus une seconde fois. À Libreville? À Libreville. Et donc, effectivement, il n'a jamais compris que les balles
qui m'était destiné ne m'atteignait pas. Et comme ça, il a avoué que j'étais un extraterrestre parce que il a attenté à la vie de beaucoup d'autres, les Germains et les autres, qui ont succombé à son courroux. Et moi, je n'ai pas pu être atteint et donc de me qualifier d'extraterrestre. Je suppose que c'est à cause de cela. Parce que je ne vois pas pourquoi il aurait pu me traiter d'extraterrestre. Les raisons qu'il a données ne justifiaient pas qu'on puisse me traiter d'extraterrestre en dehors du fait qu'il ne comprenait pas. Et il avouait là qu'il a commis des forfaits contre moi pour me traiter d'extraterrestre. Alors, on va rester justement, dans le même registre. On va parler de comment, on va dire, le Gabon fonctionne, des liens étroits qu'il y a entre les personnalités de la classe politique avec la famille d'Omar Bongo. Il y a des liens très étroits entre lui-même qu'il a entretenu avec notamment des acteurs comme André Baobam qui l'appelait ouvertement papa, et André Baobam qui a revendiqué jusqu'à la fin de sa vie sa filiation avec Omar Bongo. Il y a des liens, on va dire, familiaux plus étroits entre, par exemple, Jean Ping et sa fille avec qui Jean Ping a fait des enfants. C'est pas l'occasion pour nous de juger. Il y a également tous ces liens, on va dire, ésotérico-mystiques qu'il y a entre eux. Là aussi, on n'ira pas plus loin. D'après les informations que nous avons, Pierre Claver Manga Moussavou, vous n'appartenez à aucun cercle. À aucun cercle. Et vous n'êtes pas vous-même Manganga Moussavou, parce qu'on verrait très bien venir le fait de votre fils, mais vous n'êtes pas votre fils, vous êtes vous-même. Vous-même, vous n'êtes pas lié à cette famille, vous n'avez pas d'enfant là-bas, vous n'avez pas épousé une de ses filles. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquer quoi? Que j'ai pu être nommé ministre Exactement, d'État, exactement. Que vous avez évolué sans appartenir à un cercle ou à l'autre ou aux deux. Omar Bongo était fasciné par ma personne. À plusieurs titres, je vous ai dit qu'il a tenté à 2 ou 3 reprises de me tirer dessus. Il n'a pas compris que je n'ai pas pu succomber comme tous les autres. Et donc de penser que j'étais un extraterrestre. Et en même temps, il était fasciné par ma personne. Je suis toujours resté quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui dire la vérité. Vous savez, il était d'une intelligence instinctive. Il n'a pas été à l'école, mais ça ne suffit pas d'avoir été à l'école pour être président de la République, puisqu'il nous a dirigés pendant 42 ans, sans avoir eu les mêmes diplômes que nous. Mais il écoutait tout le monde et savait prendre sa décision. Et il avait besoin des gens qui pouvaient lui dire des vérités. Peut-être en le frustrant un peu, mais il comprenait que c'était pour lui utile d'avoir des gens qui sachent dire oui ou qui sachent dire non. J'étais de cela. Et je le fascinais beaucoup. Et il y a aussi le fait que sur le plan, j'étais un extraterrestre. Et en même temps, il était fasciné par ma personne. Je suis toujours resté quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui dire la vérité. Vous savez, il était d'une intelligence instinctive. Il n'a pas été à l'école, mais ça ne suffit pas d'avoir été à l'école pour être président de la République, puisqu'il nous a dirigés pendant 42 ans, sans avoir eu les mêmes diplômes que nous. Mais il écoutait tout le monde et savait prendre sa décision. Et il avait besoin des gens qui pouvaient lui dire des vérités. Peut-être en le frustrant un peu, mais il comprenait que c'était pour lui utile d'avoir des gens
qui sache dire oui ou qui sache dire non. J'étais de cela. Et je le fascinais beaucoup. Et il y a aussi le fait que sur le plan mystique, puisque le Gabon est plein de mysticisme, peut-être que je l'ai appris par la suite, que il me devait bien quelque chose. Et je n'irai pas plus loin, qui faisait en sorte que sans ma présence, il ne pouvait pas bénéficier d'une situation qui l'arrangeait. Donc ma présence était souhaitée. Elle était souhaitée, non, subie, parce que c'était nécessaire que je sois à ses côtés pour des raisons que je ne divulguerai pas ici, car j'ai trop dit en ce qui concerne le mysticisme. Mais toujours est-il que je le fascinais, je l'intéressais, et qu'il avait besoin de moi pour ma franchise et pour autre chose, et qu'il trouvait que j'étais effectivement un extraterrestre au regard de tous les actes qu'il a voulu poser contre moi et qui n'ont pas réussi, qui ont échoué. Excellence, ça fera cette année, cela fera 30 ans qu'il y a des élections pluralistes au Gabon. La première, bien sûr, ayant eu lieu en 1993, une élection à laquelle vous avez participé. Déjà, vous étiez plus jeune, on s'en doute. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il y a plusieurs personnes autorisées à se présenter à la présidence de la République contre le président en exercice, qui bien sûr s'est toujours maintenu, et à la suite de lui son fils, donc Omar Bongo pour pas le citer et Ali Bongo pour pas les citer. Quel regard jetez-vous sur ces 30 années? Parce que vous êtes un témoin privilégié de cette histoire électorale du Gabon. Vous avez participé à la première élection et vous vous apprêtez 30 ans après à participer à la plus récente. Quel regard jetez-vous sur ces 30 années? Mais sur le plan de la démocratie, je peux dire avec certitude qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas et qui n'avance pas recule. Nous sommes un petit peuple, petit par le nombre, mais sinon un grand peuple par l'esprit. Et ce peuple restreint fait que tout le monde connaît tout le monde. Sans même épouser la démocratie, on aurait pu instaurer la démocratie à l'africaine, c'est-à-dire une démocratie tolérante, qui prend compte de tout le monde et qui favorise tout le monde, qui ne défavorise personne. Le multipartisme vient à l'issue de l'échec du monopartisme. Le monopartisme aurait pu être une gestion villageoise, où le chef de village, étant le père de la nation, se préoccupait de favoriser les meilleurs pour que ces meilleurs enfants de la République servent d'exemple. Mais au contraire, on a sombré dans la vénalité, dans la corruption, dans la concussion, dans le favoritisme. C'est ce qui a amené à l'échec d'un système qui était plus proche de la gestion traditionnelle du pouvoir. Cet échec nous a conduit à mettre en place la démocratie occidentale. Mais nous avons constaté que ceux qui étaient à la tête de l'État restaient des autocrates. La France, pour aborder ce volet, s'est contentée d'avoir des relations avec ces autocrates sans exiger, parce que ce sont d'anciennes colonies,
que ces colonies épousent véritablement ou suivent l'exemple de l'ancienne métropole. En laissant les autocrates en place, la France s'est contentée d'exploiter ses richesses. Plus les autocrates étaient là, l'exploitation des richesses s'organisait, peu importe l'incidence qu'il y avait sur les populations qui, elles, ne faisaient que s'appauvrir, et ceux de l'intérieur du pays, par exemple du Gabon, étaient obligés d'aller vers la capitale espérant vivre mieux parce qu'ils espéraient qu'à la capitale, il y a la possibilité d'avoir du travail, d'un logement, de l'éducation pour les enfants, la santé et autre chose. Et ça a été un véritable miroir aux alouettes. D'autres ont estimé qu'ils ne pouvaient pas rester là et ont tenté l'aventure ailleurs, et beaucoup de Gabonais préfèrent rester en dehors du Gabon parce qu'ils ne trouvent plus leur compte au niveau du Gabon. Les Gabonais ne font pas partie de ceux qui prennent les bateaux, les boat people, pour venir, par exemple, en France, mais il n'y a plus, depuis ces 30 années, l'espoir de vivre mieux. Et le désespoir s'est installé, et ainsi, nous sommes entrés dans la phase de la recherche d'un paradis perdu. Aujourd'hui, avec ces élections qui vont arriver, le Parti social-démocrate et son président souhaitent que l'espoir revienne auprès des Gabonais. Que ce soit des Gabonais de la diaspora, surtout ceux-là, qui vivent d'autres expériences. Je les invite à venir participer à cette belle aventure de la provincialisation, où on va regrouper les provinces en 5 et donner 100 milliards à chaque province, en faisant en sorte que les ministres gouverneurs de province aient la gestion non seulement des finances, mais des hommes, et que ces hommes restent donc sous l'entière responsabilité des ministres gouverneurs de province et ne dépendent que des ministres gouverneurs de province, tant dans le domaine des postes budgétaires que dans le domaine de la responsabilité hiérarchique vis-à-vis des actions qu'ils ont à mener sur le terrain, tant dans le domaine de la santé, de l'éducation, des travaux publics, de l'agriculture et autres. Tout relève désormais des gouverneurs des provinces. Les problèmes de sécurité, de défense du territoire relevant du gouvernement, mais ceux qui assurent la sécurité des hommes, des personnes et des biens dans les provinces relèvent directement des gouverneurs de province, sauf l'armée. Pour dire qu'il y a des perspectives d'avenir, il faut avoir espoir. Et quand je parle de la diaspora, je veux dire que au niveau des 5 provinces, on va dégager 10 milliards par province, donc ça fera 50 milliards chaque année, pour que ceux qui ont terminé leurs études et qui n'ont pas de place dans l'administration puissent s'installer, emprunter, et qu'on les accompagne pour qu'ils aient des projets porteurs, afin d'élargir la possibilité d'emploi d'autres Gabonais. C'est comme ça qu'on peut fonder durablement une économie viable. Nous avons aussi une préoccupation parce que nous devons répondre au quotidien des Gabonais. Ce n'est pas grand-chose rapporté à ce que ça représente au niveau d'un pays comme la France, mais nous voulons instituer un revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs par mois. C'est 25 000 francs qui concernent tout le monde, y compris le président de la République, y compris le citoyen lambda. Dès la naissance, l'enfant dispose de 25 000 francs gérés par ses parents.
Ces 25 000 francs l'accompagnent tout au long de sa vie. Quand il va à l'école, pour acheter les cahiers, les cartables, quand il va au collège, ça lui sert de bourse, parce que la bourse était de moins de 8 000 francs par mois. Et là, il aura ces 25 000 francs par trimestre, et ça fera 75 000. Et quand il ira à l'université, en dehors de ces 25 000, il aura des crédits de formation, formation professionnelle, licence professionnelle, et le master, 5 ans, et le doctorat, il bénéficiera au moins de 10 ans de crédit pour se former, car c'est un investissement qu'on doit engager pour la formation de l'homme, parce que sans l'homme, le Gabon n'ira, la qualité de l'homme, le Gabon n'ira nulle part. Dans cette belle aventure dans laquelle je voudrais engager tous les Gabonais, nous allons aussi nous engager dans la route du développement. Nous avons la chance d'avoir 2 ports en eau profonde, Mayumba et Ovendo. Nous allons construire une autoroute 2 fois 2 voies qui partira de Libreville à Mayumba. Et nous allons faire des connexions par rapport à cette autoroute. Ce n'est pas une autoroute qui va contourner les villes. C'est une autoroute qui chaque fois vient échouer devant une ville et reprend vie au sortir de la ville pour que les Gabonais apprennent à s'arrêter, à discuter avec d'autres Gabonais, à se connaître. Ainsi, nous partirons de Coco Beach pour Libreville, pour Pontoum. Nous partirons de la frontière avec la Guinée équatoriale pour Oyem, Bitam Oyem, Mivul Oyem et d'Oyem à Bibas. Bassam, Sam, Medoune pour prendre l'autoroute à Kougoulou. Et c'est là qu'on va construire l'ouvrage pour entrer et sortir de l'autoroute. Nous partirons de Bibas pour Minzik, Minzik Sam, Minzik Lalara, Lalara Bifoun, Lalara Njolé, Njolé Bifoun. Quand je dis pour prendre l'autoroute à Bifoun, mais quand je dis partir de Lalara à Bifoun, il faut refaire cette route, qu'elle soit une excellente route pour éviter que ce soit une route mouroir. Nous partirons de Franceville en passant par Okonja pour Makokou, mais avant, nous partirons des Kata de demi-pays pour Mekambo, Makokou, au vent, Komameyon, Lalara. Nous partirons de Boué pour Komameyon. Nous partirons aussi de Franceville. Quand je dis partir de Franceville, il faut savoir que les villes comme Aboumi et autres, Boumango, vont être desservies pour arriver à Franceville, et de Franceville pour Mwanda. Mwanda, nous n'aurons pas la possibilité, mais nous devons aller par Bakumba, Pana Kulamutu, comme nous partirons par Mounana, Lastrouville, Kulamutu, Carrefour Ngwassa Ibunji, Carrefour Ngwassa Makoku, plutôt Mukabu, Mimongo pour prendre l'autoroute à Mouila. Je voudrais m'arrêter un moment pour dire que nous connaissons un drame où un chef de village, Mukandi, est décédé parce qu'il n'y avait pas de route. La provincialisation va faire que le gouverneur de province, en l'absence d'une route bitumée, parce que ça ne va pas se faire comme par baguette magique, mais en l'absence, a le devoir d'entretenir la route avec son préfet, parce que c'est une route nationale. Si cette route avait été entretenue, le chef de village, Mukandi, ne serait pas mort à Franceville. Il ne serait pas allé jusqu'à Franceville, il serait allé à Mouila ou il serait allé à Bongolo. Et il aurait eu la vie sauve.
c'est dire que la provincialisation donne la responsabilité à chacun d'assurer le mieux-être des populations. Le développement ne peut pas être excentré. Le président de la République, qui n'a pas le don de d'ubiquité, ne peut pas, depuis Libreville, savoir ce qui se passe. Donc, il a la chance d'avoir des gouverneurs qui prolongent son pouvoir, à qui il faut donner les moyens. C'est pourquoi nous allouons 100 milliards par province. Bref, nous partirons de Bukavu pour rejoindre la route qui vient de Malinga, Mbigou, les Bamba pour prendre l'autoroute Ndende. Nous partirons aussi de Malinga, c'est la chance que nous avons d'avoir plusieurs embranchements, en passant par les Kindu, Nzenzele, les Bamba, donc pour aller sur Ndende, prendre l'autoroute. Nous partirons de Ngongo, frontière avec le Congo, pour prendre l'autoroute à Ndende. Nous partirons de Mabanda pour prendre l'autoroute à Niali, et à Niali, il y aura un accès et une sortie, donc des ouvrages qui vont être construits pour entrer et sortir, pour arriver, entrer et sortir, pour prendre l'autoroute, quand on vient de Mabanda, pour prendre l'autoroute à Niali. De Mabanda, nous irons à Molengi-Binza. De Molengi-Binza, on fera la route pour accéder à l'autoroute à Chibanga. Et de l'autre côté de l'autoroute, nous partirons de Gamba, en faisant le pont sur la Nyanga, pour prendre l'autoroute à Lubomo. Nous partirons de Mwabi pour prendre l'autoroute à Chibanga, et de Mwabi pour prendre l'autoroute à Mbadi. Et à Mbadi, nous aurons à faire un ouvrage pour entrer et sortir de l'autoroute. Et de Morindi, nous irons à Yetsu, et de Yetsu, nous irons au PK3 route Ndende pour prendre l'autoroute. Et de Yetsu, nous partirons à Moutam Sanfumu au PK19 route Mila pour prendre l'autoroute. Et là, nous aurons encore à construire un ouvrage pour entrer et sortir de l'autoroute. Par contre, il faudra partir de Yetsu pour Manji, attendre la route qui vient de Port-Gentil pour Ombwe, Manji pour prendre l'autoroute à Yombi. Et là aussi, nous allons voir comment faire construire l'ouvrage où nous arrêtons. Nous considérons que, parce que je ne pense pas qu'on puisse considérer que Yombi est comme une ville, donc il faut faire un ouvrage pour entrer et sortir de l'autoroute quand vous venez de Port-Gentil, parce que c'est la voie. Vous voyez qu'on aura le sentiment tous d'appartenir véritablement à une même nation. On peut ainsi développer nos échanges, développer l'agriculture, développer le commerce, développer le tourisme. On a un ministère du tourisme, à quoi il sert s'il n'y a pas de route? Excellente question. Voyez-vous, la provincialisation, c'est la chance que nous avons. Il faut y croire. Et quand on me dit, vous, opposition, est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Je voudrais terminer par là. Je dis, nous avons deux options. Continuer à gérer le pays de façon excentrée, mais la lumière, il ne faut pas la mettre au coin de la salle. Elle ne peut pas éclairer toute la salle. Ou nous avons l'option qu'est la provincialisation pour mettre la lumière au milieu de la salle, c'est-à-dire donner les moyens à chaque province, pas pour les diviser, pour les mettre en compétition, pour qu'il y ait l'émulation, donner les mêmes moyens à chaque province. Et faire qu'il n'y ait plus cette idée généralement répandue que tant que le président de la République n'est pas pour nous, n'est pas fort, n'est pas Teke, n'est pas Obamba, n'est pas ceci, les provinces dont il est originaire ne peuvent pas se développer. Là, maintenant, nous mettons tout le monde au pied d'égalité et nous répondons aux préoccupations du président Omar Bongo, qui a dit qu'aucune province, qui a déclaré qu'aucune province ne serait supérieure à une autre, sans vraiment se donner les moyens de répondre à cette préoccupation. Maintenant, la réponse est là.
La provincialisation va faire en sorte qu'aucune province ne soit supérieure à une autre. On va mettre tout le monde au travail. On va inciter les Gabonais aussi à faire des enfants pour avoir une population optimale. C'est pourquoi nous instituons ce revenu minimum universel de solidarité en donnant les responsabilités à chacun dans le cadre des concentrations et dans le cadre de la décentralisation, c'est-à-dire dans les 100 millions, les maires auront leur part, les maires et les présidents des conseils départementaux et les structures déconcentrées auront leur part pour assumer les missions dévolues au président de la République qui le représente dans les provinces, dans les départements et dans les districts. Excellence, pour rester sur les élections présidentielles au Gabon, depuis 30 ans, donc depuis 1993, malheureusement, les élections présidentielles ont des lendemains douloureux et sanglants, avec des morts, des disparitions. Le disparu le plus récent et le plus à propos duquel on a le plus d'informations, c'est bien entendu Monsieur Tchinga Gildas qui a disparu le 31 août 2016 et qu'on n'a jamais revu, et tout porte à croire finalement qu'il a connu un sort funeste. Et jamais l'État gabonais n'a fait la lumière sur ces morts, sur ces disparus. Premièrement, qu'en pensez-vous? Et vous, président de la République, mettrez-vous une commission d'enquête pour justement répondre aux préoccupations de toutes ces familles qui ont été endeuillées depuis 30 ans? Il faut absolument qu'il y ait des commissions, tant sur la gestion financière du pays que sur la manière dont on a géré la démocratie ou l'absence de démocratie. Non pas pour rechercher à remuer le couteau dans la plaie, mais pour que demain, cela n'arrive plus. Même s'il y a une commission qui doit nous conduire à nous réconcilier, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé et dénoncer cela pour que ça n'arrive plus. Il n'y aura pas de complaisance, mais au contraire, le pardon interviendra, parce qu'il faut savoir pardonner, mais après qu'on ait tous pris conscience de ce qui s'est passé, pour que les familles puissent faire le deuil et pour que les familles puissent être indemnisées, même si l'indemnisation ne remplace pas des vies humaines, mais c'est au moins pour indiquer la reconnaissance de ce qui s'est passé contre des Gabonais qui n'aspiraient qu'à plus de démocratie et par conséquent pour mieux vivre et mieux vivre ensemble. Sur toujours ce volet des droits de l'homme, plusieurs Gabonais ont témoigné avoir subi des tortures. On pense par exemple à Bertrand Zibi, on pense également à d'autres personnes qui ont témoigné avoir subi des tortures. Donc la torture est pratiquée au Gabon. Vous, Manganga Moussa, vous, en tant qu'homme d'État, homme politique gabonais et désireux de devenir président de la République, sur la question de la torture, que ferez-vous? La même chose qu'avec les disparus et les assassinats? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse continuer avec les pratiques éculées. La torture doit être bannie d'un monde où il y a la démocratie. Et donc, il faudra veiller à ce que ceux qui sont en charge de la sécurité des personnes et des biens ne puissent pas profiter de leur situation pour infliger à d'autres citoyens des comportements qui peuvent être dénoncés et qui doivent l'être pour que ceux qui pratiquent la torture sur d'autres individus soient sévèrement sanctionnés. Je ne parle pas de laxisme. La police doit faire son travail, mais de là à brutaliser des citoyens gabonais pour avoir exprimé leur opinion, ça doit être complètement banni. Et j'en prends l'engagement de pouvoir
rayer de notre vocabulaire ces mots barbares, n'est-ce pas, au sens propre comme au sens figuré. Mais nous espérons que les Gabonais vont se mettre à espérer et à se mettre à s'inscrire massivement sur les listes électorales et aller voter massivement le candidat de leur choix. Mais je leur dis qu'ils ont le choix entre les candidats porteurs de l'idée qu'ils peuvent continuer à gérer le pays comme il a été toujours géré, et ça n'a pas donné des résultats, ou faire confiance à quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour dire engageons la provincialisation. C'est ce qui nous permet de mettre tout le monde au travail. Et lorsque, par exemple, je mets 10 milliards pour inviter tout jeune à venir travailler au Gabon, pour ceux qui se présentent comme des membres de la diaspora, c'est qu'il y aura la place pour tout le monde et qu'il suffit d'avoir des projets. Et ces projets, on n'a pas besoin d'en inventer soi-même. Vous vivez, par exemple, ici en France, vous voyez ce qui se fait, mais faites comme les Japonais, comme les Chinois, comme les Sud-Coréens, filmez et venez appliquer ça sur place. Les moyens seront disponibles et l'encadrement également. Ce n'est pas pour que vous preniez l'argent pour en faire ce que vous voulez, ça va être encadré, bien contrôlé, mais pour vous permettre de vous assumer, parce que il faut quand même sortir de la quadrature du cercle où tout le monde se moque des Gabonais, où ils disent que les Gabonais sont des paresseux, qui n'ont rien. Mais moi, je pense donner la chance à chaque Gabonais, et en invitant les uns et les autres à plus d'efforts, à plus d'initiatives, à plus de courage, à plus d'abnégation, pour que nous reprenions, comme d'autres peuples, le chemin comme on aurait pu dire prosaïquement, le chemin de la victoire, mais le chemin qui doit conduire chaque Gabonais à vivre et à bien vivre, en tout cas, pour que demain, avec le concours de tous, soit meilleur véritablement qu'aujourd'hui. Alors, vous êtes actuellement en France, Excellence, et on ne trahit pas non plus un secret. Vous avez été reçu au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Pouvez-vous nous dire, ou du moins nous dire de quoi vous avez parlé, de quoi a-t-il été question au cours de cet entretien au ministère des Affaires étrangères français? Je n'ai pas été au ministère des Affaires étrangères pour solliciter quelque soutien que ce soit, mais pour échanger, pour discuter avec la direction Afrique et Pacifique du ministère des Affaires étrangères, donc au Quai d'Orsay, d'échanger sur les préoccupations qui sont celles du Parti social-démocrate et donc celles du peuple gabonais, discuter sur la provincialisation, sur la nécessité de déconcentrer, de décentraliser, sur les engagements à prendre quant à la limitation des mandats, des engagements que je prends vis-à-vis du peuple gabonais, pas vis-à-vis du Quai d'Orsay, pour limiter le mandat, et sur l'engagement de ne pas recourir à la force et surtout de ne pas avoir un esprit haineux et revanchard et, demander au Quai d'Orsay d'intercéder, de transmettre à M. Ali Bongo le fait qu'il n'a rien à craindre, en tout cas pas de moi, et lui demander d'aller lui conseiller, de lui transmettre mes conseils, d'aller tranquillement s'asseoir, s'occuper de sa santé,
le Gabon a connu beaucoup de retard et que maintenant il faut qu'on se mette au travail et qu'on n'a pas besoin d'autres situations que celle de souhaiter qu'il aille se reposer et qu'il nous laisse donc travailler et sans qu'il n'ait à craindre pour sa vie ou pour celle de sa famille. Cet entretien, Excellence, tire à sa fin. Nous avons, merci encore de nous l'avoir accordé. Quel est votre mot de la fin, Excellence? Je dirais tout simplement aux Gabonaises et aux Gabonais, où qu'ils soient, ne nous voilons pas la face. Nous avons connu des situations difficiles. Nous aurions souhaité, pour certains, qu'on ne parle pas d'élections parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque d'avoir toujours un pouvoir qui s'accroche et qui va priver le peuple gabonais une fois encore de sa victoire. Mais je dis, si le désespoir tue, parce qu'il n'y a que des gens désespérés qui peuvent tenir un tel langage, l'espoir fait vivre. Et c'est cet espoir que je voudrais représenter pour dire allons-y. Un peuple qui cède facilement au découragement est un peuple qui est appelé à disparaître. Il faut se rappeler qu'il faut beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation pour arriver à obtenir ce qu'on recherche. Bien sûr que ce qui est arrivé à Jean Ping, qui est mon neveu, est arrivé en bas à Bessol, est arrivé à Pierre Mamboundou, est arrivé à Mbaoba. C'est ce qui fait dire pour nous que quand on coupe la tête au coq, le régime de banane ne doit pas se réjouir. Parce qu'on finit aussi par couper le régime de banane ou pour l'offrir au beau-fils ou pour le repas. Pour l'accompagner. Pour accompagner le repas ou pour accompagner le coq. Exact. Qu'on va donner en reconnaissance des services rendus ou à la belle famille ou pour toute autre raison. Donc, je ne peux pas me réjouir de ce qui s'est passé en 2016. J'étais le premier à reconnaître que Jean Ping avait gagné. Et je rappelle ici que, en politique, si demain, un concurrent venait à me féliciter en disant que j'ai gagné, la seule chose que je ferais, c'est le remercier et amplifier cette situation, ce qui n'est pas malheureusement arrivé quand j'ai dit que Jean Ping avait gagné. Mais ça, c'est du passé. Maintenant, regardons l'avenir tous ensemble. Je voudrais que Jean Ping puisse appeler tous ses partisans à aller s'inscrire sur les listes électorales. Allez voter. Pourquoi? Parce que j'ai déploré le fait qu'il soit venu me voir mener une telle démarche pour un seul député qui n'est plus avec lui aujourd'hui, alors qu'il aurait pu mener cette démarche pour l'ensemble des députés de l'opposition. Aujourd'hui, il serait peut-être pas président de la République, mais Premier ministre, et cela aurait consacré le fait qu'il avait été véritablement élu, que l'autre n'aurait été qu'un imposteur. Donc, faisons en sorte de ne pas rater encore cette occasion pour ne pas avoir des dissonances où les uns disent « on va aller voter », d'autres disent « n'allons pas voter ». Faisons en sorte que nous puissions ensemble regarder dans la même direction. Allons aux élections présidentielles
nous ne réussirons peut-être pas parce que chacun a son option. Mais aussitôt après les élections présidentielles, en espérant lesquelles je vais emporter, nous allions encore ensemble pour conquérir les sièges afin de gouverner ensemble. En tout cas, je prends l'engagement de n'exclure personne et de faire en sorte que tout le monde participe à la gestion du pays parce que nous en avons tellement besoin, nous avons perdu tellement de temps en conjecture. Réveillons-nous et allons nous inscrire sur les listes électorales. Ne nous focalisons pas sur les déboires que nous avons connus, mais faisons en sorte que ça ne nous arrive plus et engageons-nous ensemble dans ce combat pour mettre dehors le PDG qui, pendant 14 ans, n'a rien fait, nous a fait reculer et il est temps qu'on se réveille et qu'on prenne en charge notre destin commun. Manganga Moussavou, Pierre Claver Manga Moussavou, merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes également homme politique gabonais et vous avez été occupé de diverses fonctions. Vous avez été élu plusieurs fois maire de la ville de Mouila, vous avez été également plusieurs fois ministre, vous avez été vice-président de la République gabonaise et plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Et cette année encore, 30 ans après, 1993, vous avez déclaré votre candidature. Monde Afrique vous remercie et vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Merci.